On va au salon rejoindre un invité, c'est Michel Prévost. Il est un des 4 organisateurs du salon sur la science-fiction à travers les années. Bonjour, Monsieur Prévost. Bonjour. C'est fascinant. Ça vient de où, cette idée d'organiser une fête, un peu, si vous voulez, sur la science-fiction au Complexe Desjardins? Bien, écoutez, fondamentalement, on est, comme vous l'avez dit, 4 organisateurs. Le Complexe Desjardins nous a originalement abordé pour nous demander d'organiser une exposition sur un thème s'apparentant à la science-fiction. Ce qu'on a choisi de faire, c'est peut-être de déborder et d'aller un petit peu plus loin. Et on a tenté de couvrir tous les aspects de la science-fiction. Par exemple, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir si on va au Complexe Desjardins en fin de semaine? Si on va au Complexe Desjardins, si on y va en fin de semaine en particulier, samedi, on va pouvoir voir plusieurs personnes costumées dans des costumes reproduits d'émissions ou de films de science-fiction qui vont se promener sur la place publique, qui vont interagir avec les visiteurs. Les items qui sont de façon permanente partie de l'exposition, on a réussi un coup fort intéressant. On a réussi à obtenir des items de la collection de M. Forrest J. Ackerman. Lui, est-ce que c'est le plus important collectionneur au monde d'objets de science-fiction? C'est le plus important collectionneur au monde. Il y a 300 000 items dans sa collection. Wow. Un manoir de 18 pièces rempli mur à mur. Évidemment, on n'a pas réussi à amener tout. Ça aurait rempli le Complexe Desjardins. Mais ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a réussi à obtenir 16 items de sa collection. Et là-dedans, il y a des items véritablement uniques. Comme par exemple, on a une machine de guerre martienne tirée du film La guerre des mondes de 1953. On parle d'un original qui a servi à la production du film. On a un robot de Battlestar Galactica de 6 pieds et quelques de haut, une pièce assez impressionnante. On a un gremlin original tiré du même film, la créature qui a été utilisée dans le film. On a des pièces de Les soucoupes volantes attaquent, de Au-delà du réel. On a des pièces d'un peu de tout. Est-ce qu'à travers les années, pour reprendre le thème de votre exposition, la science-fiction gagne des adeptes? La science-fiction est de plus en plus populaire au fil des années. Il faut bien réaliser qu'au début du siècle, la science-fiction n'était que l'apanage d'un petit groupe d'initiés. Il y avait un certain nombre de lecteurs qui s'y intéressaient, mais c'était quand même d'une popularité fort réduite. Au fil des années, la science-fiction s'est développée et surtout à travers le fait qu'elle est devenue très populaire dans les années 50 au cinéma et par la suite à la télévision, c'est gagné de plus en plus de fans, de plus en plus d'adeptes. Et on peut dire qu'elle atteint maintenant un très large public. Sûrement, c'est très vaste parce que les types de science-fiction varient aussi d'un film à l'autre, d'une histoire à l'autre. Tout à fait. Il n'y a pas de genre unique de science-fiction. Si vous me parlez d'un western, je pense qu'on peut tous reconnaître un western lorsqu'on le voit. Il y a des chevaux, il y a des cow-boys, ça se passe dans le Far West. Si on parle de science-fiction, il n'y a pas de genre unique de science-fiction. C'est un genre littéraire qui peut couvrir à peu près tout. En fait, je pense qu'il n'existe pas un seul sujet, une seule thématique qu'on ne peut pas couvrir en science-fiction. Et c'est étonnant de voir, si on se réfère par exemple au roman de Jules Verne, comment Jules Verne a pu un peu deviner ce qu'on pourrait faire plusieurs années plus tard. Et là, il y a des films modernes aussi qui ont un peu devancé la technologie en le mettant dans un film. Oui, bien disons qu'effectivement, la science-fiction peut occasionnellement et de façon accidentelle avoir une dimension prophétique. Je pense que lorsqu'on pense à Jules Verne, on pense effectivement à quelqu'un qui tentait de voir ce que la science pouvait amener. Ce qui n'est pas toujours le cas avec la science-fiction, mais qui est souvent le cas. Il y a quelques incidents intéressants. Par exemple, lorsqu'on pense que les satellites de télécommunication, c'est une idée qui a été avancée d'abord et avant tout par Arthur C. Clarke, qui est un auteur de science-fiction, qui est aussi un scientifique à part entière. Mais je pense qu'il exerçait plutôt le côté créatif de sa pensée, et c'est plus l'auteur de science-fiction qui se manifestait. C'est lui qui est le premier à avancer l'idée. Le développement de l'énergie atomique était une thématique qui était abordée depuis fort longtemps dans la science-fiction, avant que ça devienne réalité. On pense au clonage, dont on a parlé il n'y a pas longtemps avec l'histoire des moutons. Pour un adepte de science-fiction, pour quelqu'un qui lit de la science-fiction, le clonage, c'est vieux jeu. Ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on a exploré l'ensemble des problématiques, autant scientifiques que morales ou éthiques qu'il peut y avoir là-dedans. Le lecteur de science-fiction qui lit ça depuis des années, il n'a pas été pris par surprise avec l'arrivée du clonage. Il était déjà prêt à ça. Il l'avait lu ou il l'avait vu dans ses... Il l'avait lu, il l'avait abordé, il l'avait analysé sous toutes ses coutures. C'est vrai. Vous avez apporté, je crois, avec vous quelques objets. Oui, quels sont-ils, ces objets-là? Bien, écoutez, on pensait à vous apporter quelque chose que tout le monde va reconnaître.
On a une reproduction d'un fusil tiré de Patrouille du Cosmos, bien entendu. Ah oui. Ça ne paraîtra pas beaucoup à la télévision, mais ce qu'il faut souligner, c'est que le bricoleur qui a construit cette réplique-là a intégré un véritable laser à l'intérieur. Ah oui. Alors, si vous donnez Donc, c'est mieux que le vrai fusil. Il est plus fonctionnel que celui qu'ils avaient dans la série. C'est vrai. Et toujours de Patrouille du Cosmos, vous pourrez probablement reconnaître le tricordeur, l'appareil qui était utilisé par le capitaine Kirk et M. Spock lorsqu'ils descendaient sur une planète. Celui-ci a été touché par du personnel non qualifié, mais c'est pas grave. Celui-ci reproduit les bruits originaux lorsqu'on l'ouvre. Et évidemment, il n'est pas fonctionnel, mais ce qui est important de dire, c'est que maintenant, il existe une compagnie aux États-Unis qui fabrique des tricordeurs fonctionnels. Qui sont véritablement des appareils d'analyse utilisés en laboratoire. Ça lui tente de vous jouer des tours. Oui, ça lui tente. Occasionnellement, ça arrive. La réalité qui dépasse la science-fiction. C'est une technologie qui n'est pas encore au point. Alors... Donc, ça se passe jusqu'au 20 septembre au Complexe des Jardins. C'est gratuit? C'est gratuit. C'est sur la grande place. Ça couvre, je dirais, à peu près toute la grande place du Complexe des Jardins. Si vous y avez déjà été, vous avez sûrement vu que c'est énorme comme emplacement. Oui. Il y a un peu de tout. Il y a des talents locaux, il y a de la maquette, il y a des peintures, il y a du cinéma. Je pense que quelqu'un qui va faire un tour au Complexe des Jardins en fin de semaine et jusqu'au 20 ne peut qu'être fort agréablement surpris. Sûrement, même pour les gens qui sont plus ou moins familiers avec la science-fiction. C'est une occasion de le découvrir. Et développer un intérêt. Merci beaucoup, M. Prévost. C'était un plaisir. Au retour dans l'émission, je crois qu'on s'en va du côté de notre vétérinaire, c'est ça? Jean Gauvin qui nous parle des chiens mordeurs et de leur réputation.